parcours, c'est les groupes de lycée. À l'époque où encore on jouait, il y avait encore des endroits pour jouer de la musique live dans les lycées. Ça remonte un petit peu à loin. C'est des groupes de hard rock dans les années 80, TNT, un petit peu sortilège sur la fin, avec une mouture avec un chanteur suisse et Barbara Schenker justement, qui nous a quittés malheureusement il y a peu de temps. Et après j'ai rencontré Eric Lévy avec lequel j'ai fait des musiques de films et un album, Era, qui a bien marché. Et ça m'a donné l'idée de faire un concept un peu de comédie musicale, de composer des morceaux. Alors premièrement j'ai fait un premier opéra rock qui a été produit par des reprises de justice. On a fait 2 fois le Trianon. C'est un peu donné suite parce que c'était pas au point en fait. Mais il y avait des morceaux très bien. Et puis ça m'a donné l'idée de faire après un autre spectacle. Et là cette fois-ci pour les enfants. Parce que je me suis aperçu quand même que les enfants ne jouaient plus d'instruments de musique, n'écoutaient plus de rock. Ne jouaient plus encore moins entre eux, parce qu'ils ne pratiquaient plus l'instrument. Sauf dans le classique, il y a encore des enfants qui font du classique, mais très peu de rock. Donc j'ai fait cette opéra rock inspirée de l'histoire de Jack et le Haricot Magique. On a fait l'Olympia 4 fois, avec orchestre sur le plateau pour montrer que c'était joué. Et bon, malheureusement ça coûte cher. Donc après le spectacle est parti en tournée avec une bande. Mais pendant 10 ans tout de même. Et ce qui s'est passé après, c'est que le fait de faire du spectacle, du théâtre, j'ai un peu oublié de faire de la guitare. Voilà. Et bon, une de mes idoles, c'était, j'en ai eu plusieurs, mais mon Gary Moore faisait partie de mon univers musical et de ma technique guitaristique. Donc j'ai voulu monter un tribute comme c'était à la mode. J'aime pas trop les tributes là. Mais comme ma technique de guitare se rapproche je suis assez proche de lui, je me suis dit je vais faire ça, peut-être que ça intéressera les gens, et en tout cas ça me fera plaisir. Donc j'ai monté ce tribut de bande, cet hommage à Gary Moore pendant 2 ans. Le show était partagé en deux, entre la période blues et la période hard rock. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire ça. Et puis les gens m'ont dit mais pourquoi tu fais pas un album à toi? Et puis j'y ai pas pensé. Parce que ça ferait vraiment un petit peu les couilles pour se lancer dans une carrière avec uniquement ton nom. Et j'ai fait ce premier album en 3 jours, qui s'appelle Signs en 2018, fin 2018, donc quasiment 2019. J'en ai fait un deuxième, qui est tombé en pleine pandémie, donc on n'a pas pu vraiment l'exploiter. Et puis on en arrive au troisième, et je ne sais pas si tu as remarqué, mais l'énergie va crescendo. Donc le premier c'était plus du blues rock, voire carrément du blues. Le deuxième un peu plus hard rock, et le troisième est carrément heavy metal. Parce que j'aime toutes ces musiques. Voilà. Okay. Alors moi j'ai commencé à écouter les Beatles. Il y a 2 groupes qui m'ont marqué quand j'étais petit, c'était Creedence Clearwater Revival et les Beatles. Et les Who, juste après. Je crois que le premier morceau que j'ai joué à la guitare c'était Pinball Wizard. Quand j'étais capable de faire ça, j'avais une petite érection. Et après j'ai bien aimé tout ce qui est glam anglais, les Sweet, Slade. Je ne sais plus qui y avait d'autres, Suzy Quatro, mais surtout Sweet et Slade. Led Zeppelin, après ça n'a rien à voir avec le glam, mais il y a eu Led Zeppelin, Deep Purple. Après j'ai découvert Michael Schenker avec UFO. Là ça m'a ouvert encore à dire on peut faire des trucs un peu mélodiques à la guitare et en même temps gardant l'énergie. Parce que c'est ça le principe de mon jeu de guitare, c'est l'énergie et la mélodie. Il ne faut pas que ça soit dissocié, il faut qu'il y ait les deux. C'est pour ça que j'aime bien Gary Moore, j'aime bien Michael Schenker, j'aime bien Beethoven. Parce que Beethoven c'est ça, et en même temps, c'est beau. Après j'ai découvert, j'ai eu une période Queen, j'ai beaucoup aimé Queen. Quand je faisais du club, je faisais beaucoup de morceaux de Queen, avant que Freddie soit mort. Donc on était 4, et d'ailleurs il y a le batteur qui joue en ce moment avec moi, il était déjà dans le groupe à ce moment-là. On chantait tous les 4 parce qu'il fallait faire les chœurs en live, ça nous a beaucoup appris. Et qu'est-ce que j'ai eu comme influence, je peux te dire, un mec qui est beaucoup moins connu qui s'appelle Todd Rundgren. Alors lui, il
j'ai appris l'harmonie tout seul, et la musique aussi tout seul, sans, j'ai pas de repères, je connais pas le solfège vraiment. Donc je me suis fait mes règles. Les Todd Rundgren et Queen m'ont beaucoup aidé. J'ai oublié aussi dans la période hard rock, j'aimais beaucoup de Ten Nut Jones. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Et puis Judas Priest. Alors Judas Priest, c'est bizarre parce qu'on me dit pourquoi t'aimes ce groupe-là alors que ça te ressemble pas. Et ben, c'est vrai qu'au niveau des leads de guitare, j'aime pas trop le toucher de guitare de Tipton et de Downing. C'est pas Jay Beck non plus, c'est pas Michael Schenker, c'est pas. Mais les riffs, les mélodies et même les solos que Tipton y fait, c'est quand même, ça sort de l'ordinaire. Il y a un truc original. Et ça m'a beaucoup marqué. Parce que ça match tout de suite. Un morceau de Judas Priest qui départ, qui part, c'est comme Black Sabbath. Bon, tu le prends dans la gueule. Voilà. Ouais, c'est mon frère, c'est à 15 ans que j'ai commencé à 15 ans, c'est très tard. Hein. C'est très tard pour... parce que normalement tu feras le test autour de toi, enfin si tu as déjà interviewé d'autres personnes, il commence beaucoup plus tôt. Moi, comme je voulais arriver à jouer très bien en ayant commencé tard, mon frère avait commencé lui avant moi, parce qu'il a abandonné très vite. Donc j'ai récupéré ses guitares, une guitare classique. Donc j'ai appris à faire Satisfaction et Smoke on the Water sur une corde. Et puis j'ai pris quand même 2 cours à la maison des jeunes du quartier. Et le type m'a dit, mais attends, t'es quand même assez... Il trouvait qu'il y avait un truc qui se passait. Alors que je savais pas jouer, j'étais une trompette. Et après il y a eu le lycée, j'ai intégré un groupe de lycée avec des gens qui jouaient beaucoup mieux que moi. Donc j'ai appris en fait en écoutant les autres, en regardant ce qu'ils faisaient. Parce que tu te rappelles pas, je sais pas si tu te rappelles, mais à cette époque-là, il n'y avait rien à la télé, il n'y avait pas YouTube, tu pouvais pas voir ce qui se passait, comment ça se jouait. Tu vois. Donc pour disséquer les morceaux, j'avais un tourne-disque que les 33 tours, je les mettais en 16 tours, il y avait plusieurs vitesses. Et tu pouvais écouter les solos, donc à moitié de vitesse, un octave en dessous. Après, j'ai eu un magnétophone à 2 vitesses, un magnétophone à bande. Mais c'est comme ça que j'arrivais. Après, j'entendais tout, et après, c'est une question d'habitude. Voilà, j'ai appris comme ça, en fréquentant d'autres musiciens qui étaient beaucoup plus forts que moi. Et puis, avec un peu d'abnégation, on y arrive. Alors, j'ai commencé sur des Gibson. Rien à voir avec. Je vais sortir une connerie, je ne vais pas le dire. Non, c'est bon. J'ai trop saigné sur des Gibson, c'est pas ça. Non, je sais franchement pas du tout ce genre de répertoire. J'ai commencé sur des Gibson, ouais. J'avais une Flying V parce que j'étais fan de Michael Schenker. Et de Louis Wanache aussi. Et une Cité School. J'ai eu une Les Paul, une SG. Et puis après, une fois que j'ai arrêté les groupes le premier groupe de rock, je suis passé au Superstrat. J'avais une Charvel début 80. Avec un micro AMG, un Floyd Rose. J'ai vu carrément après avait la même. Et donc oui, toute ma technique après s'est bâtie sur des effets de vibrato. Vibrato pas en équilibre, vibrato comme Van Halen, comme Eddie Van Halen. En équilibre. Tu peux qu'appuyer dessus. Ça évitait d'ailleurs quand tu casses une corde de te désaccorder. Comme ça m'arrivait souvent. Donc je suis resté sur cette Charvel longtemps, j'ai enregistré les albums d'Era, les musiques de films, tout ça avec ce matériel. Et quand je suis revenu sur le marché du rock'n'roll, comme je faisais du virement, j'ai dit je suis passé à la Les Paul. C'était compliqué parce que ça faisait longtemps que j'avais pas joué dessus. Donc plus de vibrato, plus d'aide, plus d'effets à la con. C'est tout avec les mains. J'ai trouvé des nouveaux effets que j'avais jamais entendus avant, que j'ai fait sur une guitare sans vibrato. Et depuis, moi, je suis toujours sur cette Les Paul. J'ai une Les Paul, une Gold Top et puis une Junior, avec des P90. Voilà. Donc j'en parlais tout à l'heure, c'est l'opéra rock c'est Franck Henry qui avait produit ça, c'est un ancien gangster. Maintenant, il est devenu réalisateur, il a fait des films, il est rangé des voitures. Oui, c'est lui qui avait produit cet opéra rock au Trianon, avec des comédiens, enfin c'était n'importe quoi. Il y avait des comédiens, orchestre à cordes,
un orchestre, un groupe de rock live. On a fait 2 soirées là-dedans, c'était amusant. Comme je te disais, ça me donne l'idée de faire un truc un peu moins pompeux et plus intelligent pour la suite, quoi. Oui, j'étais différent chaque soir, oui. J'ai remarqué qu'il y avait c'est un public très spécial, carrément. C'est pas des. Tu vas voir un hommage aux Beatles ou à Queen, c'est pas du tout le même public. Donc c'est plus des gens qui aiment la guitare, donc forcément moins nombreux. C'est pour ça que ça a duré que 2 ans, et c'est tant mieux parce que de toute façon, j'allais pas faire ça toute ma vie. Mais bon, les gens étaient contents, les gens attendaient toujours Paris c'est Wild Way. C'est pas que j'aime pas ce morceau, mais il n'y a pas que ça, quoi. Donc voilà, les gens étaient contents, j'étais content, et je suis tombé sur des gens qui venaient, des étrangers qui venaient me voir après. Putain, ça m'a mis dans le. C'est des gens qui avaient vu des concerts à l'époque de Run for Cover, je sais plus quoi, à l'époque. Il y a un concert qui est super du Garnement à l'époque, son époque hard rock, qui est à Stockholm. Ce type-là avait vu ce concert-là, putain, il était sur le cul. Je suis content que ça t'a apporté des émotions. Parce que ça fait toujours plaisir, même quand j'étais que metteur en scène sur les comédies musicales, quand je voyais les gens qui applaudissaient, qui venaient me voir après, ça fait toujours plaisir, il y a toujours un petit côté cabotin voilà, c'est bien de se faire flatter de temps en temps. Voilà, c'était sympa, quoi, cette période. Ça m'a permis de remettre, ça m'a permis d'attaquer la suite. Oui, j'en ai fait l'expérience. Je sais pas si j'ai pas parlé de ça non plus, mais je sais très bien que c'est dur d'en sortir. Et puis j'ai des amis qui n'en sont pas sortis, qui seront plus là. Et l'inspiration pour le texte, ça m'est venu. C'est pas moi qui ai écrit le texte, hein, c'est ma femme qui écrit tous les textes, hein, qui est anti-américaine, donc qui sait faire sonner les mots. C'est un ami de mon fils qui est mort qui était addict à l'alcool. C'est un pauvre garçon. Donc ça m'a rappelé tout ce que j'ai connu moi avant. Et je pense que si les gens comprennent un petit peu l'anglais, ils vont vite comprendre ils vont vite réaliser ce que veut dire cette chanson. C'est comme une épée derrière, comme quand tu essaies de t'en sortir, ça te rappelle, c'est comme arrêter de fumer, hein, à un degré moindre, c'est à peu près la même chose, quoi. Parce que même quand tu as arrêté de fumer pendant plusieurs années, ça revient tout le temps, tu as toujours ce need, comme on dit dans la chanson, ce besoin, quoi, qui est toujours là. C'est l'alcool, la cocaïne, tout ça. C'est compliqué, voilà. Donc je suis un peu solidaire de tous ces gens-là qui essaient de s'en sortir. Ça, c'est un curieux hasard. C'est sur le tournage du premier clip, donc il n'est pas The Racism mais Night Stalker. Il y avait une photographe qui était là et qui a shooté toute la journée sur le tournage. Donc c'était je ne savais pas qu'elle shootait d'ailleurs, enfin, pas tout le temps. Et en repartant vers les instruments qu'elle nous a pris de dos. Et on s'est dit, avec Frédéric, ma compagne, on s'est dit, putain, cette photo elle est énigmatique et ça reflète bien le côté noir de l'album qui met en lumière, si j'ose dire, parce que c'est que du noir, le côté sombre de plus en plus sombre de l'humanité en ce moment. Voilà. Alors, depuis ces 3 albums, et plus particulièrement pour le dernier, ça part d'un riff de guitare, parce qu'il faut d'abord, à la base, comme c'est un morceau, c'est pas de la musique de guitare, il faut que le riff soit flashy, que tout de suite tu le prennes dans la tronche et qu'il t'obsède. Donc ça part de là. Après, je trouve la mélodie de chant, c'est important. Une fois que j'ai un couplet refrain, je construis la chanson. Je trouve les lignes de basse, je programme les batteries. Je chante tout le morceau. J'écris n'importe quoi. Je parle de Night Stalker, c'est pas Motherfucker, mais je sais plus ce que j'ai mis comme connerie là-dedans. J'écris des. Voilà. Stormbringer,
It's coming to fuck your mother, je sais plus ce que j'avais dit. Enfin bref, après Frédéric entend des fois il y a des trucs bien qu'on a gardés, hein. Ça lui donne une idée de gimmick. Et puis c'est parti. C'est parti, alors les thèmes, après, je te dis que... Donc la première chanson, c'était, je crois que c'était Night Stalker. C'est venu c'était pendant le confinement, ouais, on regardait des séries, là qu'on se faisait chier un petit peu. On regardait des documentaires sur Netflix, et donc on est tombé sur ce truc-là de ce tueur en série, Night Stalker, qui se passe dans les années 80 à Los Angeles. Et en fait, je suis tombé dessus parce qu'il faisait ses crimes avec une casquette ACDC qui avait été retrouvée sur une scène de crime plein de sang. Et d'ailleurs, ACDC qui tournait qui faisait sa tournée avec, je ne sais plus quel album à cette époque-là, en 84, avait été interdit parce qu'il pensait que le tueur était inspiré par les chansons d'ACDC. Je crois qu'il y a une chanson qui s'appelle Night Prowler sur Highway to Hell. Et j'ai vu des interviews d'Angus Young qui racontait ça, qui était obligé d'annuler des concerts. Bah, ça va loin des fois, aux États-Unis c'est pas ça. Ils sont géniaux par plein d'aspects, mais par d'autres ils sont un peu réacs. Et donc on a écrit une chanson là-dessus sur un mec qui s'appelle Richard Ramirez, qui est complètement cinglé. Donc, je ne cautionne pas du tout ce mec-là, hein, mais c'est histoire d'avoir un ER à la fin, un Night Stalker, un Doombringer, un Stormbringer sur l'album. Et le deuxième, c'est des pauvres fans de métal. C'est une affaire des années 80. L'affaire s'appelle West Memphis Street. Ça se passe, je sais plus, non, c'est pas Memphis, mais c'est le quartier d'une ville dans le trou du cul des États-Unis, qui ont été accusés d'avoir tué 3 gamins. Et ils se sont retrouvés à 15 ans, condamnés à mort. Et c'était pas eux, enfin bref. C'était assez horrible. Donc c'est une chanson sur eux. La chanson s'appelle Angels Don't Cry. Donc c'est aussi pour les gamins qui ont été tués, et c'est aussi pour ces 3 pauvres gamins qui ont été accusés à tort. Donc l'affaire West Memphis Street, c'était le deuxième titre. Bon, les autres morceaux, après, je vais pas te passer en détail, sinon on n'en finira jamais. Bon, bah, si tu veux. Et le troisième, c'est un morceau qui est très lourd, ça s'appelle Flat Brains. Ça parle des gens qui pensent que la Terre est plate. C'est moi qui ai trouvé le titre, par contre, les cerveaux plats. Ça allait bien avec parce que c'est les Flat Earth, c'est les Flat Earth. C'est qui pensent que la Terre est plate. C'est un truc que j'ai découvert, je savais pas que ça existait. Et ben il y en a de plus en plus, mon ami. Faut vraiment avoir rien à foutre. Donc voilà, c'est sur eux. J'ai fait une chanson sur... il y a la seule reprise qui est dans le disque, dans l'album, c'est une reprise de moi. Qui était sur le premier album, un morceau qui s'appelle Smile, qui parle de la dépression en général. Il faut toujours rigoler, malgré le fait que tu sois très mal dans ta tête. J'aimais pas trop l'arrangement qu'il y avait eu sur le premier album, ça avait fait trop vite, c'est Renaud qui chantait, mais là je ne dis pas qu'il a mal chanté, mais là c'est beaucoup mieux. Voilà. En plus c'est plus musclé, l'arrangement est vachement bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et puis un thème qui me tenait à cœur, c'est que il y a de plus en plus de gens qui sont dans la rue. Alors avant c'était des clodos, c'était un choix de vie avec des troncs rouges et le camembert, ça c'est Archibald le clochard, mais là il y a des gamins dans la rue, quoi. Des donc de 18 ans, 20 ans, qui n'ont pas de maison, il y en a qui même qui bossent, qui sont dans la rue. Et ça c'était pas possible. Enfin c'est pas possible, je vais rien changer avec ma chanson. Et puis, je suis pas le premier à l'avoir écrit là-dessus, donc ça n'a pas changé grand chose, mais voilà, c'est une petite pierre à l'édifice, si jamais ça peut faire avancer les choses. Donc la chanson s'appelle Layers of Pain, des couches de douleur. Ça donne le titre à l'album. Voilà. High and Short, ça c'est une chanson que j'aime beaucoup. Ça n'a rien à voir avec l'actualité. C'est une chanson sur le dernier bourreau anglais qui s'appelait Pierre Point. Il a un nom français, Pierre Point. Son prénom je ne me souviens plus. C'est pareil, j'avais vu un petit documentaire sur lui. C'est inspiré Frédéric pour faire une chanson là-dessus. Donc High and Short, c'est les gens qui gueulaient haut et court, il faut le prendre haut et court. Et lui, c'était un type qui aimait bien faire son travail. Lui, il avait hérité de son père qui était déjà bourreau. Donc il fallait qu'il faisait des études sur le mec ou la femme qui allait être condamné à mort, le poids et tout, pour que ça aille vite, tu vois.
Donc la taille de la corde, il faisait ça super proprement. Voilà. Après, à la fin de sa carrière, il a dit en fait, je sais pas si ça sert à grand chose à peine de mort. Bon, il en a tué quand même, je sais pas, 200. Voilà, c'est amusant, enfin c'est amusant, c'est pas amusant, mais voilà, c'est du l'humour noir. Comme je te dis, après avoir fait les démos, je donne un exemplaire à chaque musicien. Et on est parti, j'ai un ami qui est parti au Canada depuis 30 ans maintenant, qui a monté un studio là-bas, qui m'a dit bah, viens, on fait l'album là-bas, tu seras mieux qu'à Paris, au moins tu peux prendre le temps que tu veux. Ah bon. Donc là, ça m'a interpellé, parce qu'en plus je sais qu'il travaille très bien. Son fils a un groupe de rock qui s'appelle Noise, qui tourne beaucoup au Québec. C'est lui qui produit ses albums. Donc j'ai pris le temps, 15 jours, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même bien mieux que 3 jours. Donc je suis parti avec le parti là-bas, pendant 15 jours, et les voix, par contre, on a enregistré les voix en France. C'est lui qui a mixé, c'est lui qui a masterisé. Il s'appelle Christophe Tanetz, et il demande qu'à être connu. Si je les ai pas retenus, c'est qu'ils sont pas bien. Donc, je suis pas du genre à remplir, à mettre 15 titres. En plus, je voulais faire un vinyle, donc je me suis dit, j'ai calculé pour que ça fasse juste 45, 40 minutes. Donc ça tient, il y a 9 titres, ça tient juste sur le vinyle. L'évolution, elle vient de ce que dit Raymond, où j'avais pas l'habitude quand même de faire de la guitare non-stop pendant 2h30. D'ailleurs, je me suis fait une tendinite au bout d'un an et demi. J'ai dû arrêter de jouer pendant un an. Un tennis elbow. Parce que c'est. Dans un groupe de rock, il n'y a pas des solos non-stop. Et donc, j'ai fait le premier album et j'ai fait la même chose qu'avec Carrément, que il y a de la guitare tout le temps. Mais maintenant, je suis blindé, c'est bon. Je suis guéri. Bon, j'ai eu une petite attaque quand même après l'enregistrement, cette fois-ci au coude droit. Mais là, ça va mieux. Ça va mieux. Donc, ouais, la différence avec le début, c'est que la guitare est vachement plus présente. Sur le dernier album, il y a un petit peu de clavier. Bon, du coup, j'ai pas pris de claviériste. Sur les précédents, j'étais obligé de ce qu'il y avait beaucoup de Hammond pour les morceaux blues rock. C'est moi qui l'ai fait, quoi. C'est moi qui ai écrit des arrangements de clavier. Donc sur scène, ça sera le batteur qui va les déclencher parce que ça va comprendre quelqu'un pour faire 3 notes de clavier. Et l'évolution, c'est ça aussi, c'est qu'on se retrouve à 3. Alors qu'on était 4 avec David Jacob, l'ex-Trust, le bassiste de Trust, qui est un ami de longue date aussi. Puis j'ai préféré qu'on réduise l'équipe à 3. Donc c'est le chanteur qui passe à la basse, qui était au clavier guitare avant, guitare rythmique. Donc c'est un bon travail parce que à 3 c'est plus la même chose. Ça n'a pas le droit à l'erreur. Surtout que je ne vais pas utiliser de backing track non plus, je ne suis pas. Je ne vais pas foutre des rythmiques en synchro. Donc c'est un autre travail, il faut que je remplisse encore plus qu'avant. Je chauffe les tendons. Plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai devenu adulte, on va dire. Mais sans tomber non plus dans la musique trop intelligente, entre guillemets. Il faut que ça soit spontané. Et rien de plus difficile d'écrire un morceau simple. En fait, tout le monde dit oui, le retour c'est de la merde comme Kunchak. Mais non. Il n'y a rien de plus compliqué que. C'est beaucoup plus facile d'écrire un morceau. Je ne vais pas critiquer Rush ou Frank Zappa. J'aime une musique que j'adore d'ailleurs. Mais c'est pas plus simple. Au contraire. Donc il faut trouver moi, c'est par là que je vais. C'est-à-dire faire des chansons faciles d'approche. C'est un peu le Belmondo du rock'n'roll. Voilà. C'est être facile d'approche et en même temps, derrière, on se rend compte, c'est pas idiot ce qu'il y a quand même. Et que ça soit en deuxième, c'est comme le lecteur d'Astérix, tu l'avais plusieurs degrés. Tu plais à la masse en premier, ce que j'espère. Achetez mon disque. Et après, si vous analysez, après vous vous rendez compte que c'est pas. Il y a autre chose derrière. Comme les morceaux de Queen aussi, on pense que c'est facile, mais c'est pas facile. C'est un Bohemian Rhapsody, t'as un accord par.
par syllabe. Tu vois, je pense que ça paraît facile. Comme Mozart, ça paraît facile. Mais c'est pas facile. Oh. Ah, mais ils sont morts. Bon, Phil Lynott, j'aurais bien aimé faire jouer avec Phil Lynott. Que c'est quelqu'un que j'adore, qui a un phrasé unique. Par contre, lui, il n'est pas sorti des additions, ça c'est terrible. Et malheureusement pour lui, et malheureusement pour nous, il est plus là. Ouais, Phil Lynott, j'aurais bien aimé. Parce qu'après, il y a des gens que j'admire comme Todd Rundgren, mais je ne vois pas ce que je pourrais faire avec eux, ça va trop loin. Et puis John Bonham, alors si j'avais pu jouer John Bonham, j'aurais été aux anges. Voilà. Alors, là je fais la promotion de cet album. Il faut vraiment que ça fonctionne, qu'on fasse exploser les compteurs sur les réseaux sociaux. Parce qu'il faut absolument qu'après que je parte vraiment en tournée cette fois-ci avec ce matériel original. Il faut que je fasse des festivals, il faut faire des festivals, il faut élargir je parle des festivals parce que les gens ne viennent pas spécialement pour moi. Donc je peux récupérer entre guillemets, je ne vais pas non plus faire récupérer le public des autres. Et ce qu'il faut voir, c'est que maintenant, pour intéresser les organisateurs et les programmateurs de festivals, les gens ils vont voir ton Spotify, ils vont voir ton Instagram. Et puis si c'est le désert, ils ne vont pas te prendre. Donc il faut grossir la masse de followers. Donc suivez-moi les enfants. Non, rien de spécial. Je crois que j'ai jamais autant parlé de ma vie.